I think we're ready to start. I want to thank you for coming today, for meeting with our speakers and joining us for the first round of a series of roundtables and conversations. So this is part one. Tomorrow there's a second one at noon. That will be more focused on food, power, and equity, and inequalities, and privilege. And we'll discuss this more. And then there will be a conversation in French with Alexis Jenni on his debut novel, The French Art of the War, L'Art français de la guerre, and many more other things. So anyway, thank you for coming. I am so very thrilled to have this panel and to welcome all of you and to introduce both Alexis Jenni and Boris Tavernier today. And today, after rescheduling, they were supposed to be here in April 2020, and then it was postponed to April 21, and then finally we have been able to have them. So it's been really, we have been really looking forward to having you, the two of you. Initially, so had I introduced them in 2020, I would have said how thrilled we were to have them around a project that when I met them, I was really fascinated about, which is about cuisine, Femmes d'ici, cuisines d'ailleurs, and that is the story of 15 women from the suburbs in Lyon, the working class suburbs, Vaux-en-Velin, La Duchère, Les Maguettes, and it is a story about transmission and affiliation and filiation through cooking and through a dish or a special dish and a recipe. But it is also more than that. Through that, it is also a story of their respective journeys of migration, about exile for some of them, and what it means to have been there in Lyon, not in the center of the city, but what you usually don't think about necessarily when you think of Lyon as the capital of gastronomy. So it is also the story, there is a story to the book, how the project came, and maybe Alexis will speak about that and about VRAC, and we're going to talk about this a lot. But it is also a story about rethinking the urban space and the suburbs, and maybe also rethinking the notion of gastronomy and as national patrimony, and how to make it much more inclusive and diverse through these different dishes that are part of this book. And you will see it's a beautiful book. It's just, the color and just to give you a sense of, it's colorful, it's pictures, it's different ways of looking at different women, different spaces, different histories, and also what may be a testimony to their previous life or their family somewhere else. Anyway, so perhaps we can pass it around. So had they come in 2020, that's what I would have said, and we would have started. But over the past 2 years, they have been extremely active and continue to collaborate together and continue to publish. And with Alexis Jenni has published a couple of, or actually more than a few more books. Dans l'attente de toi in 2016, and Féroce Infirme 2019, and I would have mentioned that, but then 2020, La beauté dure toujours, and we'll talk about this tomorrow, and something totally different, Parmi les arbres, essais de vie en commun,
that really combines his love for literature, his love for words and images as well, but also his love for nature and natural sciences, for nature, trees, and we'll come back and talk about this. But together with Boris Tavernier, they have continued to collaborate and published Restes d'enfance in 2021. It is a book about the encounter between childhood, memories, and food. It is about an intimate familial moment around a dish, be it in the daily life or be it for a special occasion, and through this, what it may mean. And this book gathered about 40 contributors, some of them foodies, some of them journalists, some of them writers, French and Francophone writers. There's a Japanese writer as well. And it is another journey that I think we'll be discussing probably today and tomorrow. And then just wanted to say just a few words about Boris Tavernier as the co-founder and national director of VRAC, which is an association which aims to provide access to quality products at low prices for the inhabitants of working class neighborhoods. Created in 2013, the VRAC Association promotes access to quality products at very competitive prices. Tavernier has built purchasing groups in Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Paris, and I think recently Brussels, right? And in addition to these two books, they have also published yet another book together with Frédéric Denez, Alexis Jenni and Boris Tavernier. They have collaborated on Ensemble pour mieux se nourrir, which is a tour on food activism in France. And the book highlights the growing food solidarity movement and other initiatives for overcoming food insecurity in France. And then I would like to introduce to you as well the mediator, Professor Rachel Black, who is not, she is not unknown to us. She was here until 2013, correct? And she is the associate professor, an associate professor of anthropology, and she's the chair of the Anthropology Department at Connecticut College, which she joined in 2015. Again, I think we couldn't think of a better person to moderate and mediate this discussion. You've done field work in Lyon, and Rachel Black's latest book is Chef de Cuisine, Chefeuse de Cuisine, Women and Work in the Professional French Kitchen, and this book looks at the experience of women, particularly in Lyon, to examine issues of gender inequality in France's culinary industry. And she, as part of her research, she has attended culinary school and apprenticed in kitchens in France. You've also worked in Italy and been interested in other aspects in Italy, about wine as well, about, again, making responsible, sustainable, quality wine, food, etc. And she teaches courses that I'd like to attend on power and inequality in a globalized world, on sustainable food systems, on food and the senses. You have a number of articles about that, on tattoos, tutus, and the cultured body, and history and theory of anthropology. She's also the Food Pathway Coordinator and teaches the Food Pathway Thematic Inquiry course. So anyway, we're very pleased to have you and our speakers, and we have also Maggie Liestra, whom I'd like to introduce. She's one of our MFA students in translation, and she will be translating for Alexis Jenni. I will be just very briefly translating for Boris Tavernier, and then by then, he's such a great communicator, he will do it on his own.
No, just kidding. We have someone else coming and joining us, but she's still teaching, so she should be here shortly. Khadija El-Karfi, who is a doctoral student in Romance Studies and will be translating for Boris. Voila. And I think I'm going to. I don't. I stay here. Sorry. So Rachel. Okay. Yeah, I think a good place to start maybe with some background information about maybe this project here, about Femmes d'ici, cuisines d'ailleurs. Femmes d'ici, cuisines d'ailleurs. I was like, oh, maybe I've inverted the title. And also I thought with these initial comments about shifting what French gastronomy focuses on to maybe a more inclusive notion of what French cuisine is, because there's quite a codified professional sense of French cuisine. So I'd love to hear more about this. Do you want me to translate my own questions? Je voulais savoir un petit peu plus d'informations sur ce projet, comment ça a commencé, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire de pousser un petit peu l'idée de la cuisine française qui est très codifiée dans un sens classique dans la formation et aussi dans les restaurants, mais qu'est-ce que ça veut dire la cuisine française maintenant dans ce France qui est plein d'immigrants, plein de personnes qui sont des personnes françaises, mais qui ont des souches ailleurs et des influences d'autres pays. C'est parti. Avec mon association VRAC, qui travaille vraiment sur la lutte contre la précarité alimentaire, on aime aussi s'amuser et j'organise des concours de cuisine dans les quartiers, où je vais inviter des chefs étoilés, des grands chefs, parce que c'est important que les personnes soient valorisées. Et on a organisé ce premier concours à Vaux-en-Velin en 2016. Et au début, je ne sais pas comment... Peut-être, ouais. Together with VRAC Association, which aims, as I was describing, to look at ways to provide and fight against inequality and provide sustainable food and quality food in all, including modest incomes and in modest working class neighborhoods and suburbs. And so one of the ideas was on what he did initially was to create culinary competitions in some of these suburbs that we don't usually associate with a competition, list of all culinary, and having chefs, recognized chefs, well-known chefs around Lyon and from around, coming and judging some of the, being part of the jury and judging some of these dishes that were presented. And again, it started in Vaux-en-Velin, and so it's more, you may think more of places where there have been social demonstrations, sometimes violent demonstrations, not culinary food. Et ce concours de cuisine, c'était vraiment un très très bel événement, à la fois festif, fédérateur, et ces femmes, c'était très très féminin, je les connaissais de par l'activité de mon association, et je savais qu'au-delà de la cuisine, elles avaient aussi beaucoup de choses à dire. Mais les femmes, dans les banlieues, on ne les écoute pas, elles n'ont pas d'endroit pour parler. Je me souviens, j'étais dans mon hangar et j'attendais une livraison, et je me suis dit, comment on va faire pour pouvoir continuer de faire parler ces femmes, pour pouvoir continuer de les valoriser. Et je me suis dit, on va faire un livre de cuisine, mais il y en a beaucoup en France, il y a 2000 livres de cuisine qui sortent chaque année, donc il fallait trouver un peu une singularité, et je me suis... So it was a beautiful event, very festive, and with all these different participants, essentially women participants, and I thought this is beautiful, I like this, how can we prolong this moment? And so came the idea of a book that would
and I forgot to, yes, I was waiting I was waiting for delivery of goods, and I was thinking about it. What can I do, and how can we prolong this moment? And so then I started to think of the idea of a book. Et je me suis dit, dans les livres, souvent il y a de la photographie, mais là, la photo, c'est très intrusif, c'est difficile de rentrer chez des femmes et de les photographier. Donc j'ai pensé tout de suite au dessin. Pour raconter ces histoires, j'ai tout de suite pensé à Alexis. C'était le seul écrivain que je connaissais. On s'était rencontrés, avant j'avais un bar-restaurant et il écrivait dans mon bar-restaurant et on s'est rencontrés comme ça. Et on a monté une équipe avec un photographe, un dessinateur, un écrivain, un cuisinier. Et on s'est invité à manger chez ces femmes. Donc pas facile d'avoir 6 hommes. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire le livre, d'avoir 6 hommes qui viennent chez des femmes. Dans les banlieues, c'est assez compliqué. So the book started to take life, and so and something I forgot to translate just before is that you have about 2,000 cookbooks coming out every year. So what makes it, how to make it special, unique, and so when you think of cookbooks, you think of photography, but I thought that doesn't really work here, and so I was thinking of maybe perhaps some photographies, some pictures, but also some drawings. And then telling the story, and so that's where Alexis Jenni comes in. So it is a whole team where you have actually 6 persons who are part of the team, where you have someone drawing, someone taking pictures or photographing. There was also a nutritionist, and there was also a chef who changed the recipes. And I think Boris will talk about this, what it means to be changing from what they were doing in terms of their recipe and maybe making it as to be presented in a book. Et pour moi, le seul moyen de pouvoir les faire parler, c'est d'être chez elles autour d'un plat. Et on leur demandait juste ça, de préparer un plat, on venait et on a commencé à échanger, et c'est là qu'on a pu avoir toutes ces histoires. So he was saying before, which I didn't translate it, essentially the 6 people, all men, were invited to the kitchen of each of them. So, and jokingly, he said perhaps that we couldn't do this today, where you have 6 men coming and being and getting fed and sitting down without doing anything. I'm adding that. And in any case, they would start and eating all together, and which also open to telling more about the story, and then for Alexis maybe to come in. Et l'objectif, c'était vraiment de montrer la diversité culturelle en France, de montrer que ces femmes, avec des histoires, des parcours très très difficiles, on en parlera après, elles sont venues pour survivre, pour vraiment... donc c'était de montrer ça, elles ne sont pas venues pour manger le pain des Français, je ne sais pas comment tu vas traduire cette expression, mais c'est vraiment pour survivre, et c'était l'objectif de changer le regard du grand public sur ces femmes et sur ces quartiers. So the objective was really to create a more inclusive, diverse sense of cooking and gastronomy but also the social fabric, and where you have women who have had their respective journeys, and some of them very harsh, and we'll talk about it in a while, and how to tell about both the experience and the dish, and how it had, and the journey of the dish itself in terms of transmission from how they had learned, etc. Et c'était de montrer aussi, pour répondre à la fin de la question, que cette cuisine enrichissait le patrimoine culinaire français. D'ailleurs, aujourd'hui en France, le plat préféré des Français, c'est le couscous, c'est pas un plat français. Donc voilà, que ces saveurs d'ailleurs pouvaient enrichir notre patrimoine culinaire. And so the idea, to go back to Rachel Black's question, was what does it mean with regard to French gastronomy? And the idea was not to take something that belongs to French people, and maybe bread would be the most striking image,
but to add something. And today, if you think about it, one of the favorite dishes in France is couscous, which is definitely not part of originally of French cuisine. Great. There's so many different ways we could go here. I wanted to pick up on something that you said, that as far as your team of people who were involved in this, that you had a chef come in, and the chef was responsible for changing the recipes to, and I want to know why. I'm not even going to conjecture why. So what's the role of the chef there? And also you mentioned earlier that in the culinary competitions, one of the judges was a chef. And so this idea of the chef as a cultural broker in French culture, I'm interested in. Je demande sur le rôle des chefs en tout ça. Comme vous avez dit, pour traduire les recettes, qu'est-ce que ça veut dire traduire une recette et pourquoi et comment? Et je crois, quand on pense à des cultures différentes, la transmission orale des recettes, et qu'est-ce que ça veut dire écrire un livre de cuisine? Qu'est-ce qui est le projet au fond? Et puis aussi le rôle des chefs dans des concours culinaires, comme des, comment on dit, like a cultural broker, quelqu'un qui a du pouvoir culturel dans la culture française, le chef, comme symbole, comme personnage. Qu'est-ce qui... Peut-être c'est une question pour demain, mais je crois qu'il y a... Sur la première partie, je répondrai sur les chefs des concours. Toi, tu peux parler de Valentin et de... On va parler de grec aussi. Alors, pour... la première question, c'était quoi? Le rôle du chef dans le livre, parce que la tradition orale... Traduction des recettes. Donc les femmes que nous sommes allés voir, ce sont des femmes qui faisaient la cuisine pour elles et leur famille. Elles n'ont pas eu de formation culinaire. Alors à chaque fois, on leur demandait, mais ce plat, on leur disait au départ, faites-nous un plat auquel vous tenez. Voilà. Et elles le faisaient, on leur demandait, ce plat, où l'avez-vous appris? Enfin, qui vous l'a appris? So the women that we would go to see were primarily cooking for themselves and for their families, and so when we went to their houses, we would say to them, make us a dish that means something to you. Qui l'a appris? Yeah, and who was the one who taught you how to do this? Et à chaque fois, c'était la mère ou la grand-mère. C'était une transmission féminine. Un jour, on a demandé à une des femmes, et est-ce que vous l'avez transmis à vos enfants? Et là, elle nous a regardé, elle nous a dit non, je n'ai que des fils. Et donc, il y avait une interruption de la transmission nette. Voilà. The way that these recipes were transmitted was primarily through mothers and through grandmothers, and so Alexis would ask them, so are you passing this recipe on to your children? And they would stop and say, well, no, I only have sons. And so then there was this sort of, breaking point. Alors, le cuisinier qui était avec nous, c'était un jeune cuisinier et on l'avait engagé, enfin, on l'avait adopté pour qu'il puisse écrire des recettes. Mais écrire des recettes de tradition orale, c'est très difficile. C'est-à-dire que les femmes disaient, on fait comme ça, on fait comme ça. Et lui, il avait son stylo à la main et il ne savait pas quoi écrire. Ça a été difficile, c'était une tâche difficile. There is one of them in one of the stories where someone is asking, maybe one of you or someone else, and saying, mais une mesure c'est quoi? Une mesure c'est une mesure. C'est logique. Et ça cuit combien de temps? Quand c'est cuit, c'est bon. On le sent. À l'odeur. À l'odeur ou à l'œil. So they hired this chef to come and write down the recipes, but writing a recipe is very different from, cooking a recipe from oral transmission. You have these women who are cooking these recipes, that they've memorized, and then when the chef asks them, the chef doesn't know what to write because the women are just cooking it, and, you can ask, well, when is it done? And they'll say, when it's cooked, it's done. Or, you can see when it's done, or you can smell when it's done, or, a measure is just a measure, like whatever. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que
commençait à parler de cuisine, et après, on a commencé à parler de famille, et puis après, on parlait de là où elle venait, du pays d'origine, et petit à petit, on tirait le fil, et on avait une histoire de vie, et une histoire de vie sur plusieurs générations. À chaque fois, arrivait l'histoire de ces femmes, leur histoire d'immigration. Donc on a eu 15 femmes avec 15 recettes et 15 histoires d'immigration liées à la cuisine, parce que la cuisine, c'est à la fois quelque chose qui se partage et qui se transmet. C'est vraiment quelque chose de très important dans la transmission. Et quand on est... We started with this conversation around food, but it ended up being a conversation about immigration and the story about these women, but also the generations that came before them, and the stories of where they came from, because the food is something that is shared and something that is passed down. So we were able to get sort of a larger picture of the immigrant stories of these women and their families. Et c'est vrai que dans une immigration, d'abord la langue va disparaître, puis les prénoms vont disparaître, et il va rester, la cuisine va disparaître la dernière, et il va rester un plat, il va rester une habitude. Et c'est quelque chose qui est très très fort, très puissant et très identitaire, cette cuisine. Et finalement, pour moi, comme écrivain, le sujet c'était ça. Même si, la cuisine m'intéresse, l'idée c'était toute l'humanité et tout le côté socio-historique qui est lié à tout simplement manger et partager quelque chose. Et c'est vrai que quand tu dis on était 6 hommes à s'inviter chez une femme, on a eu quelques reproches de féministes, mais pour les femmes, ces femmes-là, elles nous l'ont dit après. Non, mais c'était, elles étaient très contentes, c'était elles qui nous régalaient. C'était elles qui présidaient à la table. Parce que c'était elles qui nous accueillaient et nous nourrissaient. Et c'était pas du tout inégalitaire. So there, as you immigrate, you have names that disappear. You have La langue. Languages that disappear, and food is really the last thing to disappear. It's the thing that stays. Maybe it's one dish that stays or one cooking habit that stays. And so that, to Alexis, was what was really interesting. Even if food is interesting to him, what was interesting was sort of this transmission. And, there were these 6 men going to these women's apartments, and they had some feminists critiquing that. But really, the women who invited them in were really happy because they were the ones who were in charge and setting the tone of these encounters. Certaines n'avaient jamais accueilli de Français chez elles. Oh, wow. Et ça, c'était très très fort aussi. Et des gens qui n'avaient rien et qui te donnaient tout. Enfin, c'était vraiment très très émouvant à chaque rencontre. Alors aussi, une de mes motivations, qui m'intéressait, au-delà de la cuisine, c'est que le livre dont on a parlé, L'art français de la guerre, ça raconte les guerres coloniales françaises et ça raconte les problématiques avec l'immigration en France actuellement. Et donc l'affaire coloniale m'intéresse beaucoup et c'était une façon, un biais, c'était une façon d'explorer ces problématiques coloniales et ces problématiques d'immigration qui m'intéressent beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi, moi je suis un garçon de la campagne, donc, mais voilà, ça me passionne, cette France nouvelle, cette France mélangée. So, so the book that Alexis wrote that won the Prix Goncourt is The French Art of War, which explores the question of French colonialism and French presence in foreign countries. And this project is another way of exploring that same topic of exploring the French colonial legacy. He's not quite sure why that's interesting to him, as he's a country boy, but that is, one of the parts of this project that he enjoys. I have another question too, so to follow up on that.
So, as I was thinking of the theme of today's session, I was thinking about this question of belonging and identity. And so, what can food tell us about belonging and identity for French immigrants? And also, I was thinking, we're here in Boston, a city of immigrants too. And I was just, what you were saying there, thinking of the French history that's tied to migration in France coming from former colonies, and how are there similarities and differences with the United States? In the US, you have a very different immigration and a different place of food in maintaining migrant identity. But not dissimilar, as you're saying, it's sort of the last thing to go. Even when, for example, Italians here in the North End lost their language, they didn't entirely lose their food. They created something new, too. Italian-American food is not Italian food. It's something different. So I was wondering, along these lines, the food that you experience in the banlieue, how has it become something new of its own and something uniquely French, too? Redis le mot. Ok. C'est un peu compliqué. En pensant à aujourd'hui, j'ai pensé à la migration et le rôle de l'alimentation, de la cuisine, en maintenir l'identité pour les immigrants. Mais je pense que l'histoire française, on sait que c'est très différent pour la migration en comparaison avec les États-Unis. Mais en même temps, c'est la nourriture, c'est la cuisine qui garde l'identité des immigrants. Mais en même temps, quand on voit avec les Italiens à Boston, dans le North End, ils ont créé une cuisine à eux-mêmes. C'est pas la cuisine italienne, c'est quelque chose très américain, mais en même temps, ça maintient une certaine identité. Même quand ils ont perdu leur langue, parce qu'ils ne parlent plus italien, la plupart, ou même les dialectes, et maintenant, ils ont cette cuisine. Est-ce que vous avez vu ça dans les banlieues? Est-ce qu'il y a une nouvelle cuisine des immigrants dans des banlieues qui est différente du Maroc, différente de l'Algérie, différente de Côte d'Ivoire, mais qui a quelque chose de français? Nous, dans ce qu'on a goûté, c'était vraiment très traditionnel à chaque Ah fois. oui. C'était vraiment les plats de là-bas qui ont voyagé. Mais ça... Je pense à quoi? He said that everything that they tasted was very traditional and was very peculiar to the countries that they were, the people that they were visiting. Il n'y avait pas la crème fraîche partout? Non. Mais par contre, dans les concours de cuisine qu'on organise, tu as des mélanges entre la cuisine française et la cuisine maghrébine. Et sur la question d'identité, ça joue beaucoup. Oui, mais justement, je parlais d'Eb et je pensais à Zaineb, qui est tunisienne, qui me disait toujours, moi je sais pas, je suis française et tunisienne. Quand je suis en Tunisie, je dois connaître très bien cette problématique. Quand je suis en Tunisie, je suis française. Quand je suis en France, je suis l'arabe. Et je suis qui? Et lors d'un concours de cuisine, elle a fait un plat franco-tunisien. Elle a fait un plat très français et un plat et le riz qui revient. Et elle a dit, mais en fait, je suis les deux. Je n'avais pas à choisir. Et ça a complètement changé sa vie. He said, but in competitions, it's a mixture of both cultures, and he mentioned this woman Zainab, who is Tunisian and French, and she, in the competition, she said that she really, when she is in Tunisia, she feels very Tunisian, but when she's in France, she feels like the Arab or the other person. So when she was in this competition, she kind of mixed both of them, and she mixed both of them, and she's like, this is my culture, this is what I am. Pour répondre à la question de tout à l'heure, pour les chefs, l'importance d'avoir des chefs connus, reconnus pour ces concours-là, c'est de pouvoir valoriser ces femmes. C'est vraiment en termes d'estime, c'est énorme d'avoir un compliment, et systématiquement les chefs font des très beaux compliments, c'est de pouvoir les valoriser. Et ça génère des choses assez inimaginables. But what's important about these chefs is that really it allows them to put value on these people, and this is very important. Le dernier concours que j'ai organisé à Paris, au mois de juin, les femmes qui ont gagné le concours sucré et salé, il y en a une qui m'a dit, c'est la première fois que ma mère est fière de moi. Elle avait 40 ans. Oh, c'est long. Non, mais c'est dingue. Et une autre qui, dès le lundi, elle allait au Pôle emploi, je ne sais pas comment on peut traduire ça en anglais, et elle a dit à sa conseillère, regardez, je sais faire quelque chose de mes mains, je sers à quelque chose.
In the last competition that he organized, this one woman, she was like, my mom for the first time said she was proud of me. And then, c'était quoi la deuxième partie? Peut-être je sais pas ce que tu as dit en même temps. So you can do something with your hands. Do something with your own hands. Ah oui, oui, il y avait celle qui vont aller à des pierres et l'autre qui va aller au Pôle emploi. I don't know how to translate this. She was actually unemployed, so she was going to go from Monday on. She was going to go and submit her resume and apply, but showing, look, here is something that I just did with in my. Et je suis allé à Paris il y a un mois voir mes collègues de mon association et on s'est fait livrer des plats. Et les plats livrés, c'était les femmes qui ont gagné le concours de cuisine, qui ont monté leur entreprise, etc. Wow. Et ça, c'est génial. Et c'est parce qu'elles ont été aussi valorisées qu'on leur a fait confiance. And then the last month, he was in Paris, and the plates that they got were from actually women that won this competition, and they started their own catering. Il y a justement le Greg, c'est notre ami Grégory, qui est un cuisinier, on va dire médiatique. C'est-à-dire qu'il s'est fait connaître, il n'a pas fait de formation de cuisine, mais il s'est fait connaître par la télévision. Il est devenu un personnage de télévision. Et comme c'était un copain de quartier, voilà, ses grands-parents habitaient en dessous de chez moi. Et il a participé à ces concours de cuisine. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il participait avec d'autres chefs qui étaient des vrais chefs, avec des vrais restaurants et tout. Mais les femmes venaient faire des selfies avec lui parce qu'elles l'avaient vu à la télé. Et là aussi, il y a une valorisation parce que avec les émissions de cuisine à la télé qui sont très suivies, très connues, c'est de la pop cuisine en fait. Mais c'est très important aussi. So their friend Greg that they had on the project, who's really like a neighborhood friend whose grandparents grew up in your building. You know, Greg is a chef who didn't have formal training but became sort of a celebrity chef through TV shows and cooking shows on TV that are very popular. And so in the cooking competitions, you had Greg, and then you had these real chefs from real restaurants. But the women who were at this competition all wanted selfies with Greg because they had seen him on TV and because he was famous. So there was this sort of like valorization of that as well. So I want to maybe move things along to VRAC a little bit. I love the attention thinking about the banlieue, not just as a space of exclusion or a space that's excluded from cultural discourses, but also a place of resilience and resistance. And hopefully, Alexis, you can talk a little bit more about what VRAC is. But as I was reading about it, to me it seemed a type of economic intervention that pushes back against capitalist logics of exploitation while still functioning within these systems. And I was wondering if you see VRAC as a transformative form of resistance or a shelter in a larger storm. Is VRAC a harbinger of cultural change? Oh, j'ai pris une question qui est trop dure même pour moi. Mais bon, je sais pas traduire ta propre question. Ok. J'aimerais bien savoir plus sur VRAC. Qu'est-ce que c'est? Ça serait utile, je crois, pour le public d'en savoir. Mais aussi, je le vois comme une intervention qui pousse un peu contre les systèmes et les logiques du capitalisme, mais en même temps fonctionne là-dedans. Et je me suis demandé en lisant, mais est-ce que ça peut être le début d'un changement structurel? Ou est-ce que c'est juste un abri dans un système plus grand? L'objectif est de vrai changement structurel. Oui, je souhaite ça. Bien sûr. The inflection is a real structural change. J'ai monté VRAC il y a 8 ans. Avant, j'avais un bar-restaurant où on avait déjà remplacé dans ce bar tous les produits par des produits bio, par des produits locaux pour soutenir l'agriculture paysanne. So he started VRAC 8 years ago, and before that he had the bar, and they started getting all bio food and organic. Et je voyais que ça fonctionnait, on a touché un public sensibilisé, engagé.
Et on voulait je voulais aller plus loin. Comment faire pour toucher les personnes qui ne choisissent pas ce qu'elles mangent? Okay. So they saw that it was working, and then they were like, how can we actually make this more sustainable and reach people that are interested in this work? Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on oriente toujours sa consommation vers le moins cher, à défaut de la qualité et de la santé. So they wanted to see how people that can't choose what they eat, like how that works for them, and for those people, they don't really get to choose the quality of the food that they eat or what they eat and when they eat it. Et c'est un phénomène qui est encore plus présent dans les banlieues parce que soit on n'a pas d'argent pour mieux consommer, soit on n'a pas d'offres sur place et des vrais désirs alimentaires. Okay. And that is more true for people that live in les banlieues because they don't have the money and they don't have the resources to really be able to make those decisions. Et nous, on voulait vraiment que les personnes, que les habitants redeviennent consommateurs, des citoyens consommateurs. Et on développe des groupements d'achat dans ces quartiers pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux qu'on revend au prix d'achat. Okay. And they wanted to make organic food more accessible to those people and je pense le rendre plus accessible, c'est ça? Oui, rendre accessibles les produits bio locaux aux habitants de ces quartiers. C'est quoi les groupes d'achat? En fait, on se rassemble. Je vais aller dans un quartier, je vais rencontrer des habitants, des associations. On va créer un collectif, c'est un peu sur le community organizing. Et ensemble, on va acheter des produits aux producteurs. Donc c'est ça un groupement d'achat. Alors, So it's a group of people that come together and They purchase collectively at lower prices so they can sell at low price, good quality. L'important, c'est pour être consommateur, c'est choisir et payer. the important is to pay and also to choose. Et en France, quand tu n'as pas d'argent, souvent c'est l'aide alimentaire et on te donne un panier, un sac, et tu choisis pas, et souvent tu as le droit au reste, à ce que les autres personnes n'ont pas consommé. And when you're in France and you can't afford to buy food, you don't really have a choice and you're just given whatever they give you. Et VRAC, c'est parce que moi je finis juste sur le VRAC, c'est à la fois un projet économique de permettre à des personnes de mieux manger, à des paysans de mieux vivre. Okay, so it's an economic project that aims to really help people to have better lives. Un projet social, parce que ça génère des nouveaux lieux de socialisation dans les quartiers. And it's also a social project that allows to bring people together. Un projet autour de l'environnement, parce qu'on est sur des produits issus de l'agriculture biologique et parce qu'il n'y a pas d'emballage. Okay, it's an environmental project because there's no packaging. Et un projet autour de la santé, parce que dans ces quartiers-là, ils sont beaucoup plus touchés par le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. And it's also a medical project because those people that are most affected are the ones that are suffering with most health problems like that. Et un projet citoyen, parce qu'on remet les personnes au cœur du projet et ils sont acteurs aussi de. And it's also a project that really puts people at the center of whatever they're Et doing. effectivement, pour répondre à la question, l'objet, on est dans 13 villes en France. On ne va pas remplacer la grande distribution, mais l'objectif c'est de pouvoir changer les politiques publiques et petit à petit, on y arrive. Petit à petit. So they know that they can't really affect a lot of change, but they're trying to do that, and they're in 13 cities now. Et le livre suivant qu'on a fait, c'était une enquête sur toutes les possibilités de groupement d'achat. C'est-à-dire que nous sommes allés en France, un peu partout, et nous sommes allés voir des expériences diverses. Et il y a des choses très très différentes. VRAC, c'est une solution, mais il y a plein d'autres solutions. Et nous avons voulu aller voir, demander aux gens comment ils faisaient. Et c'était des auto-organisations, c'est-à-dire que ce sont les gens qui se rassemblent, soit pour des raisons idéologiques, parce qu'ils croient à une transition écologique, etc., soit tout simplement par misère, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à une nourriture de qualité. So the following book that they wrote was really to explore the question of going around the country and seeing what other groups are doing to solve this problem, because VRAC is only one solution to this problem. There are also people doing lots of other things for ideological reasons, for environmental reasons, and also just because of poverty and because that's what is necessary. Et ce qui est très important, c'est qu'il y avait en France de l'aide alimentaire, mais qui était distributive. On donne des colis, et il y a une mutation petit à petit
où les organisations d'aide essayent de faire que les gens reprennent en main leur comment dire, cette aide alimentaire. Il y a dans une logique d'empuissancement, comme on dit. Voilà. Et ça, c'est très très important, enfin, pour nous, parce que nous avons visité les lieux d'aide alimentaire, et c'est un peu effrayant, parce que ce n'est ni de la qualité alimentaire, ni de la dignité humaine. So, the thing about help with food insecurity in France is that it's usually based on like giving packages to people, but the goal, what's starting to change little by little in France is that people are starting to sort of take that power back themselves, because they've seen a lot of these places where the products that are given out are not of good quality, and it's also not very dignifying. So they're people are sort of getting that power back to themselves. Aujourd'hui, je travaille sur un projet vraiment un changement systémique qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. So today he's working on a project that really aims to affect systemic change, and the project is called Sécurité sociale de l'alimentation. Okay. Social security of alimentation. En France, il y a la sécurité sociale. Quand vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé, quels que soient vos revenus. On peut être avocat, médecin ou ouvrier, on est remboursé. Et nous, on souhaite que chaque Français puisse avoir 150 € chaque mois pour se nourrir. So in France, whenever you go see a doctor, you do get money for that, or you get some money back. But that does not exist for food, and what we're trying to do is trying to make sure that people get at least 150. Oui. 150. Okay. 150 euros for people with their kids as well. Et créer des caisses de conventionnement pour que les citoyens choisissent ce qu'ils veulent manger et pour qu'on choisisse ce qu'on va produire. And also have options for people to pick what they want to eat and what products they want to consume. Malheureusement, les élections d'hier. Unfortunately, I wasn't going to bring it up. Okay. I don't know if to translate more, but I was like, I'm not bringing up the election. Well, maybe we should. But so back to VRAC, I'm very interested in its form. So you created a new form of provisioning, which probably is very new for many immigrants. And this plays on my own research where I study markets, open-air markets. Why not a market? Why would it not take a form that's familiar to immigrants? And along those lines, too, does VRAC take into consideration culturally appropriate foods? Ok, je vais essayer de traduire. Ah oui, là, je pense que... Ok. Non, je parle de loin, moi. Ah, ça va. VRAC propose une nouvelle façon d'approvisionner et ça peut être une nouveauté pour les immigrants. Mais pourquoi pas un marché à l'ouvert, parce que c'est quelque chose, moi j'ai vu dans ma recherche avec des immigrants en Italie, en France, que c'est déjà une façon de faire les achats qu'ils connaissent. Et oui, je me demande pourquoi pas un marché. Et puis je voulais savoir pourquoi, si VRAC prend en compte la diversité des aliments. En anglais, c'est culturally appropriate foods. Les aliments qui font déjà partie des cultures des immigrants. Sur les aliments, en fait, il y a des groupes produits dans chaque association. C'est les habitants qui vont choisir ce dont on a envie. Par exemple, à une époque, on me demandait beaucoup, il faut qu'on trouve des amandes, on en a besoin pour la pâtisserie, on a cherché un producteur d'amandes. So it's the people that actually choose what kind of food they will provide them with, and one time they needed this one aliment, and then they made sure to bring that and offer it to people. Toujours en gardant en tête de trouver un produit qui respecte la terre et les producteurs. And to always keep in mind that it's a product that respects the field that they're taking it from, and also the people as well.
Et sur la première partie de la question, on n'a pas la capacité d'être un marché, et l'objectif, c'est pas de vendre le maximum de produits bio, locaux dans les quartiers, c'est que les gens aient déjà le choix. Et c'est ça le principe. And they can't really create a market because they do not really have the resources to do that. And also, the goal is really to provide people with a choice on what products they can eat and make it available to them. Et dans notre fonctionnement qui est plus compliqué, ça pousse à te questionner et à faire groupe aussi. Quand tu es sur le marché, tu as juste un rapport commercial. Moi, je ne voulais pas juste un rapport commercial. And he also, like, in a market, it's like more of a commercial transaction, and that's not really what he wanted. He wanted people to come together and think about, bigger issues and the bigger picture. J'ai écrit un autre livre qui va un peu contre cet argument, mais bon. À propos des marchés, en France, les marchés ne sont pas obligatoirement des marchés de producteurs. C'est-à-dire qu'une grande partie... Il y en a, mais... Il y en a, mais après, une grande partie des marchands des marchés extérieurs, c'est des revendeurs. Voilà, donc c'est pas de meilleure qualité c'est des fruits et légumes, mais c'est pas de meilleure qualité que les fruits et légumes du supermarché. So the thing about markets in France is that they're not always coming directly from the source. A lot of markets are, selling from resellers. So I mean, it is fruits and vegetables, but it doesn't always mean that they're of the best quality. And oftentimes, it's the same quality that you'll get from buying in the supermarket. Which isn't always the best. But yeah, so it seems to be an argument for a short supply chain with direct consumer to farmer access. Il y a ce problème aussi VRAC existe dans ce qu'on appelle les cités en France, ces quartiers particuliers qui sont des déserts commerciaux. Et là, les produits arrivent au cœur des cités, c'est-à-dire que les gens font une commande et c'est distribué dans des centres sociaux qui sont dans les cités. Donc ça permet de résoudre ce problème de l'absence en fait de lieu de vente. So the thing about VRAC is that it's really localized in what in French they call the cités, which are sort of like housing projects. And so those places are often commercial deserts or food deserts. And so what's important is that they're getting the products into those neighborhoods with housing projects and making sure it's distributed within there. Aujourd'hui, on crée une épicerie éphémère tous les mois dans chaque quartier. Et c'est les habitants qui viennent la construire avec nous, qui sont sur l'opérationnel. Et eux, ils vont venir avec leur emballage, leurs bouteilles, on va jouer à l'épicier, à la marchande. And today, what they try to do is that in every neighborhood, they try to create a grocery store, and these people that actually come and help them and figure everything out together and what they need and what they should put in that little place. Et pour aller dans ton sens, on crée notre première maison de l'alimentation dans un quartier à Lyon, où on aura à la fois un restaurant, une épice de l'épicerie, à prix coûtant, vraiment le moins cher possible, même avec plusieurs tarifs, et une cuisine de quartier, sur le modèle québécois, pour que les habitants puissent venir cuisiner ensemble et repartir aussi avec des plats. Parce qu'on oublie souvent que la pauvreté génère aussi de la solitude. And today what they're going to create is they're going to create a grocery store, and next to it is a restaurant, and what they really want is for people to come and also be together and cook meals and bring those meals with them. So I don't know, are we going till 5? Okay, I think it's going, but I had till 5:30, you said? Yeah. Okay, because I had a question, maybe it's a little bit different than where we've been going, but for Alexis, thinking about the writer as observer, because in this book that's circulating, in the end, you reflect upon that. What is it to be the writer, to observe, but I think also to represent the other. And so I'm an anthropologist and an ethnographer, and when I write, I'm very aware and thinking about the relationships of power and what representation means. So I kept thinking about what is the role potentially of literature in shifting the dominant discourses around identity and belonging in France. Alors, j'ai compris l'ensemble sauf la fin. C'est quoi le rôle potentiel de l'écrivain en changeant ou
Oui, en changeant le discours autour de l'identité et le sens de c'est peut-être belonging, oui, d'appartenance en France. Alors, moi j'ai tendance à penser que l'écriture, c'est un couteau suisse. Je suis d'accord. Writing, it's a Swiss Army knife. On peut tout faire. Donc, j'ai un travail de littérature qui est pour moi, voilà, je suis un vrai écrivain français très littéraire, voilà. Ça, c'est les romans. Et à côté, il y a le travail justement d'observation, le travail de réflexion sur, voilà. Ça ne se mélange pas tout à fait parce que j'ai besoin que ce travail d'observation soit très lisible. So yeah, like you said, writing's a Swiss Army knife. You can do anything with it. And you know, on the one hand, he writes literature, and you know, he's a very literary French author. But on the other hand, there's also, you know, this work of observing and reflecting, and he wants that to be really readable. Et c'est vrai que je suis passionné par le récit, la mise en récit, c'est-à-dire raconter les choses. Et pour moi, ce sont des expériences extraordinaires d'aller voir avec Boris comment vivent les gens et essayer de raconter et de voir comment dans la société française qui est de plus en plus fragmentée, comment vivent ces gens que l'on ne voit plus parce qu'ils sont à l'extérieur des villes. So the thing that's really interesting to him is the storytelling and the way that we tell these stories, and going with Boris and seeing all of these, you know, people that aren't always very visible to French society because they live on the outskirts, and figuring out how to tell those stories and make them visible. Et c'est alors, je suis un peu gêné de dire ça, mais j'ai l'impression que quand on fait ça, ce travail-là, on fait quelque chose de bien. Et alors, on a eu une expérience très, très touchante. On avait rassemblé les femmes dans une librairie, dans une grande librairie à Lyon, on avait rassemblé les femmes pour accueillir les lecteurs. Bon, personne n'est venu. Donc on était, nous, l'équipe, les 6, il y avait les femmes qui étaient là. Et en fait, on a parlé entre nous, ça c'était très bien. Et les femmes nous ont remerciés. Alors moi, je leur ai dit, mais c'est à nous de vous remercier. Vous nous avez raconté votre intimité, vous nous avez nourris, vous nous avez accueillis. Et là, elles m'ont dit, bah, c'est rien. Vous nous avez permis de parler. Wow. So, so basically they had all of the women come together at a bookstore. They had, you know, the entire team. They had all of the women who came to have this big event at the bookstore, and nobody came. And so they ended up talking, you know, mostly just amongst themselves, and, you know, the team was thanking them, you know, for being so welcoming and inviting them into their homes and sharing all of this with them. And the women really said, we should be thanking you because you're the ones who have allowed us to speak. And the thing that I forgot that you said at the beginning, which is that, you know, with this work, it feels like you're doing something good. Donc nous avons fait un échange de bons procédés. Elle savait cuisiner, elle savait accueillir. Nous, on savait raconter et on a échangé. So it really was an exchange of services because these women, you know, knew how to cook and knew how to welcome people in, and you know, they all knew how to tell the story and how to make it heard. So it really was like a real proper exchange in that way. Et pour revenir au couteau suisse, voilà, la littérature, enfin, ouais, la littérature peut servir à ça. Voilà, ce n'est pas toute la littérature, mais la littérature peut servir à ça. So to come back to the idea of writing as a Swiss Army knife, that's, you know, what writing has the power to do, which isn't to say that all writing is using that power, but it does have the power to do that. Et donc, voilà, je me considère là comme prestataire de services littéraires pour une entreprise qui est plus grande que moi.
Comment on dit ça? That or like a public writer. Ouais. Yeah, so it's Tout à sort fait, of, public yeah, writer. feels like a public writer, yeah, doing that for people. Okay, maybe we do have to talk about the election. So your comment about invisible people, this idea of the banlieue as the visible, invisible space. I think the media represents it in France as, when you think banlieue, you think burning car, I think usually, because that's what you see most often. So I think for me it was very moving to see this richness and cultural richness and diversity of the banlieue that we so infrequently see without actually experiencing it ourselves. And so I think this idea of the invisible people is really problematic in France, particularly right now with the rise of xenophobia. It's easy to create a very terrifying other when we don't know the other, when it's an unknowable, it seems unknowable or invisible. So I think that's, potentially the power of this project and its contribution at a moment when this is very much needed. I was thinking about the work of an anthropologist, Arjun Napadurai, and this idea of fear of small numbers, and that when we actually have an exchange and get to know someone of a different culture or with a different perspective, we're less likely to experience xenophobia or have this negative reaction against them. So maybe it's the importance of these cultural projects and also in conjunction with the social projects that address the systemic issues of inequality. The two need to go together. But it's particularly problematic in France where, this idea of the Republic, the République, and the rights of citizens as being equal and all citizens are equal, where it's so difficult to talk about race when there's not really a language to talk about it too, and of racism in particular and exclusion. So, to me, it's a start, and food seems to be a good place to start with this. Je peux traduire juste de... Oui, merci. Donc c'est l'idée, on revient aux élections quand même, et c'est l'idée de la question de visibilité, invisibilité, des stéréotypes, la représentation qu'on a toujours en tête, malheureusement, qui est celle de quartiers, de voitures qui brûlent dans les banlieues, et qui résulte en même temps avec une invisibilité renforcée des gens et de la population. Et donc Rachel Black faisait référence au travail de l'anthropologue Arjun Napadurai, qui parle de la question de petits nombres, en fait. Et comment pour lutter contre l'indifférence ou la xénophobie, c'est justement ce que vous faites à travers les différentes histoires, c'est de donner corps à non pas des nombres, mais à des personnes et une représentation. Donc ce vers quoi elle revient, c'est cette idée de visibilité, invisibilité, et ce que vous essayez de faire en termes de travail social. Cet objectif, les quartiers sont ce qu'ils sont. Oui, il y a du trafic, oui, il y a de la drogue, il y a de la violence, mais il y a aussi ces femmes et tellement d'autres personnes qui sont là, et on voulait aussi montrer ça. So those neighborhoods, it is true that there's all that maybe violence and there's drugs that are being, consumed and all of that, but the reality is that there's also another side, which is all of these stories about these women and these other, realities that are not shown. Et nous, on voulait vraiment transmettre ces histoires de ces femmes. On a eu des histoires très, très, très difficiles. Je pense à Somnes, qui est irakienne, kurde, et qui me disait... Et chrétienne, ouais. C'est comme c'était difficile pour elle. Sous Saddam Hussein, ça allait. On ne faisait pas de mal aux chrétiens. Mais mon père s'est fait assassiner devant la maison parce qu'il était kurde. Par contre, quand Daesh est arrivé, et là, elle nous raconte Daesh, elle a vu son oncle se faire brûler vif devant elle. Donc c'est important aussi que les Français puissent se rendre compte, mais regardez cette femme, ce qu'elle a vécu, et maintenant vous n'êtes même pas capable de l'accueillir. So what they also want to share is like these stories, these personal stories. For example, this one woman who's Turkish, Iraqi, Kurde, ouais, kurde.
and who she was talking about how when she lived in Jerusalem, it was actually not that bad, and then when Daesh came, it was just a terrible, experience, this terrible life. She saw her uncle being, killed in front of her eyes, and what they want, what they want to show with these stories is really these realities, and also show ask friends whether they helping these people, are they welcoming these people that have been through so much hardship in the past. Alors c'est vrai que dans ce que tu as dit, j'ai entendu aller vers d'autres cultures. Moi, je suis bien persuadé que ces gens-là sont là pour toujours et qu'ils se créent, ils devraient se créer, mais ils se créent déjà quand même une culture commune. Notre rapport avec les gens d'Afrique du Nord, les 3 pays d'Afrique du Nord, c'est un rapport de cousinage. C'est-à-dire que nous sommes très liés et ça va dans les deux sens. Et c'est vrai qu'il y a une raideur française qui veut les voir comme étrangers, même après 4 générations. Mais non, nous avons créé quelque chose qui a un lien extrêmement fort. Alors moi je disais que quand j'écrivais le bouquin sur les guerres coloniales, on ne peut pas comprendre l'Algérie sans la France, on ne peut pas comprendre la France sans l'Algérie. So, so he's always of the opinion that, these people are always there and are always, are always sort of creating themselves, and that there's this really strong link between France and North African countries like in the Maghreb, and that even after 3 or 4 generations, the French still have this sort of almost guard up in having these relationships with those countries, and that it's almost like kind of a cousin relationship where you can't understand France without Algeria, and you can't understand Algeria without France. Is the example you gave in the book that you were working on. Et c'est vrai que depuis peut-être 20 ans, 30 ans, où on réorganise socialement les villes, où les centres-villes sont habités de classe moyenne supérieure et les banlieues sont habitées de classe populaire. Ça, c'est un drame, parce que les gens ne se voient plus. Quand je suis arrivé à Lyon, au début des années 80, c'était mélangé. Il y avait des quartiers populaires, des quartiers... Et tout a été trié d'une certaine façon, mais de façon... simplement par le prix des loyers, par des choses comme ça. Et c'est vrai que les villes deviennent plus belles, mais elles deviennent plus uniformes. Et c'est un vrai problème social. So, the way that cities are kind of working in France right now is that they're becoming reorganized, where you have, in the center of the cities, within the cities, you have the middle and upper classes, and then around the outskirts, you have the working class. And it's a real problem because these people then don't see each other anymore. And when Alexis got to Lyon in the early 80s, it wasn't like that. There were people living, based on where the rent was, more or less expensive, but that, it's really changed a lot, and maybe the cities are more beautiful that way, but they're also a lot more uniform. Voilà, sauf Marseille. Except Marseille. Mais ça change. Oui, aussi ça change. Migratoire l'Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui arrivent et ils commencent à avoir des grosses difficultés. Il y a un tri maintenant aux frontières. Si tu viens de Syrie, tu rentres plus. Si tu viens d'Ukraine, tu rentres. Donc là, ça devient. It's about whiteness. So he's talking about borders and how migrants that come in, there's a difference between, for instance, how Ukrainians are being treated and they're being allowed in, but if you're Syrian, it's different. You're not really, you don't get the same treatment. I've heard this in Italy too. I have friends who are immigration lawyers there. On aura bientôt des restaurants ukrainiens. Yeah. Parce que tous les Syriens en France, ils ouvrent des restaurants maintenant. Pelmeni et du Borch. I wanted to return again to thinking about women in these stories, and it's probably my own interest in my research on women and cooking, and seeing women as the keepers of cultural knowledge, of culinary knowledge too. And one thing, I wanted to ask was, how do you represent that, women as keepers of cultural knowledge, but at the same time also acknowledge their labor and the work that's involved, and also sometimes that work that can be quite oppressive
and exclusionary too. Je voulais demander, retourner aux femmes et les femmes comme gardiennes de la connaissance de la culture culinaire et comment vous avez valorisé ça, mais en même temps, comment est-ce qu'on fait à faire voir le travail qu'il y a derrière et des fois comment ce travail peut être très lourd et c'est pas valorisé, c'est ça qui n'est pas vu par les autres. Je sais que les femmes souvent elles disent oui, mais je fais ça avec amour ou c'est mon don aux autres, mais en même temps les femmes sont un peu coincées dans le domicile, à la maison, dans la cuisine et souvent j'ai vu en Italie surtout les femmes doivent travailler en dehors de la maison en plus. Ce double rôle, double travail. C'est vrai qu'elles sont les connaissances de cuisine, comme tu dis, mais aussi elles tiennent la structure sociale du quartier. C'est-à-dire que la famille, les enfants, l'éducation, etc., c'est vraiment les femmes qui tiennent tout ça. Et c'est extrêmement important. Alors déjà, les mettre en scène, raconter, c'est déjà valorisé. So, oftentimes the women are really the people who are holding the societal structure together in these neighborhoods, with families and education and cooking and, so being able to sort of tell that story is already, valorizing that. Il y a eu la promotion aussi, ce qui a compté, c'était la presse derrière. Un livre, on sait très bien qu'on en vend quelques milliers, qu'on a de la chance, mais par contre, on s'est vraiment battu pour avoir beaucoup de presse. Et elles sont passées à la télé, elles sont passées à la radio, elles ont répondu à des journalistes, et ça, c'était très très valorisant aussi. And what really mattered to them was not just to publish the book, but also get media attention, get the press involved, and really hear these stories. And a lot of these women had phone conversations and had interviews and all that. This is really what they were fighting for. Et on voulait que ce livre il soit chez un éditeur très connu en France pour ce côté prestigieux aussi. Et un des plus beaux retours de Sadia qui est dans le livre, elle est à la FNAC, qui est le grand magasin français, avec une pile de livres et elle me dit je te remercierai jamais assez d'avoir rendu mes enfants fiers de moi. Et ça, donc ça va. And why they really wanted a well-known publisher is that they really wanted to provide these women with some kind of self-esteem or give them some value. And one of these women, when she was pictured in the FNAC, was like, "Thank you so much for allowing me to be here and do all of this." And it's just giving them that what they deserve. Une anecdote qui n'a pas plus d'importance que ça, mais c'est ça qui m'a raconté que avant Velin, concours de cuisine au bas des tours, dehors, etc. Et il y avait un peu plus loin ceux qui s'occupent de trafic de drogue, qui sont des bandits. Mais regardez ça de loin, puis ne s'approchez pas parce que ce sont les meilleurs. Donc, ça va. So another anecdote was during this cooking competition in Boulogne-Billancourt, which is a suburb of Lyon. They had this cooking competition outdoors, outside of the towers, and then, a little further off you had drug dealers, basically, who, were kind of looking at what was going on and decided they weren't going to get any closer because those were mothers and they could do what they were doing. C'est très intéressant parce que, à la fois, ces mères sont vénérées par leurs enfants. Si tu te fais la pire insulte, c'est d'insulter la maman. Et donc ils sont très protecteurs là-dessus. Et en même temps, ils les laissent tout faire, tout gérer. C'est ça qui est fou. Les hommes sont absents. So what is really interesting and kind of mind-blowing is the fact that these kids really are very protective of their mothers, and the worst insult that you can make is to insult their mother. However, women are left to do everything, and they're given all of everything to do. And, can we ask questions? No. Or is it? We're not in the French university. En français. Vous parlez français depuis tout à l'heure, vous pouvez faire comme ça. C'est un tic que j'essaie d'interrompre, mais je peux poser la question en français. Donc,
Il y a une question, je pense, qui est récurrente chez vous. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même question, c'est-à-dire, mais c'est vraiment à la base en fait, à la base de vos questions, c'est toujours, et ça, qu'est-ce que ça change en fait, et est-ce que ça permet de valoriser, ou comment ça permet de valoriser, et j'ai l'impression que tout à l'heure, vous avez expliqué que certaines de ces femmes ont créé leur propre entreprise en fait de catering. Et ça, là, je trouve qu'il y a vraiment there's a real disruption there, because these women, they probably take so much pride, and all this labor is their own pride, and they would be upset if this was removed from them, and yet that is also part of their oppression. And these men that are not there to support or help, they might probably not let them help them because that's all they can do. But then again, this initiative has given them an opportunity to push that a little beyond their house or their home. Pardon, I know it was a bilingual question. Ce livre, il a pu changer la vie de 3 femmes sur les 15. Et c'est déjà énorme pour nous. Celles qui étaient trop éloignées, impossible. Il y en a même qu'on n'arrive même pas à rediscuter avec elles ou à les revoir. C'est ça. Et c'est très 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 difficile. Alors qu'on a été accueillis royalement, et certains on ne les voit plus. Mais voilà, déjà il y en a déjà 3, une qui a repris des études de cuisine, qui veut ouvrir son restaurant, une autre qui est traiteur. Et ouais, j'aimerais bien avoir pu toucher tout le monde, mais c'est déjà, elles deviennent elles-mêmes des exemples aussi pour celles autour d'elles. Donc c'est déjà, et quand elles portent le discours, c'est beaucoup plus fort que quand c'est nous. So this book, just to translate, this book changed the lives of 3 women out of the 15. And though they are not able to stay in touch with some of these women, they're not able to talk to them on the phone or anything like that, it's still important that they were able at least to, impact these 3 women. But other people, when they see these 3 women, that can be like empowering to them as well. Et donc parmi ces femmes qui nous ont accueillis, plusieurs étaient au bord, c'est-à-dire avaient envie de faire quelque chose avec la cuisine. Elles étaient passionnées par ça, mais c'était pour elles. Donc, et elles avaient la tentation, elles avaient envie, et moi, toi, Zainab, Nathalie aussi avaient envie. Et puis, elle avait fait, elle était infirmière, elle a pris 1 an de disponibilité pour faire une formation de cuisine. Elle devait revenir à l'hôpital, elle pensait travailler dans la cuisine de l'hôpital, et en fait on a voulu la remettre infirmière. Et je crois que de nous avoir croisés, d'avoir réfléchi, elle a laissé tomber son métier d'infirmière pour devenir... So a lot of these women that they met who welcomed them in were, maybe even on the brink of doing this already. There was, for example, this woman, Salia, who was a nurse in the hospital and had taken a year off to go to culinary school and was planning to then, go back to the hospital and maybe work in the cafeteria. But, they wanted her to take back her position as a nurse. And then, after this, she decided to let go of that, to leave her job as a nurse and to continue doing this. C'est vrai que celles qui ont accepté de nous accueillir étaient déjà sensibilisées à la cuisine, mais c'est vrai que nous sommes très heureux de les voir justement s'épanouir là-dedans et d'en faire un métier. So the women who agreed to participate in this project already were sensitive to this idea of, cooking and food, and of course they're very happy to watch, their careers kind of blossom. Et maintenant, elles deviennent aussi jury de nos concours de cuisine avec les grands chefs. Et ça, maintenant, on les invite chacune leur tour, parce qu'il y en a plusieurs dans le livre qui ont gagné le concours de cuisine. Et maintenant, elles sont petits chefs. Et aussi, on avait le traduire. J'oublie tout le temps. And now some of these women come back to their competition. They act as jurists for these competitions, and they wear like these blouses, and they feel really good about themselves. Et il y a eu cette soirée aussi à la mairie de Lyon où le livre a reçu un prix de
comment dire, un prix lyonnais sur la mer Brasier. Ouais, Ouais, c'est un- et c'est un prix qui récompense les livres de cuisine faits par des femmes qui parlent de femmes. Et donc, il a reçu, et donc il y a peut-être une dizaine de femmes qui sont venues avec nous, et c'était la mairie de Lyon, c'est très Napoléon III, c'est très doré, c'est pas très, sûr que voilà, la référence Napoléon Doré, Ouais, voilà. soie. Voilà, et c'est vrai et là il y avait plein de bourgeois lyonnais, vraiment c'était la France classique, et elles étaient très touchées de voir aussi cette reconnaissance de la part de ce monde qui ne les voit pas. So there was this party at the mayor's office in Lyon to honor the cookbook because it received this prize, a prize that's given by the city of Lyon to recognize, a cookbook that was written by women or, talks about women. And so you had, all of these women in this room, that was very kind of grand and Napoleon and, very kind of classic French. And then you had all of these sort of upper class Lyonnais people who came to see it, and the women were really touched that they were having this recognition from people who wouldn't normally otherwise see them. So I want to just interject, this is actually part of the celebration and the acknowledgement that's put on by a foundation called Friends of Eugénie Brasier, who's the best known of all the Mères Lyonnaises, these women who are very well known for their cooking, particularly in the 1930s in Lyon. And it's the granddaughter of Eugénie Brasier, la Mère Brasier, Jacob Brasier, who started this foundation initially to give out scholarships to young women in culinary school, and then it expanded as a literary prize, so to publicize more women's work in culinary and in literature. So yeah, it's part of that. Mais surtout pour nous, ça a été une expérience humaine très profonde et très forte, et on a très bien mangé et beaucoup ri. So for us, it was this really incredible and very deep and affecting, human project, and we ate very well and we laughed a lot. So I don't know. I have one more question about memory. We could just open things up to questions too. It's just up to you. One more. Yeah, or perhaps you have questions. All right. So I wanted to just. No, but I'm an academic. I do those things. So you have another book that you collaborated on called Reste d'enfance, and I will not talk about Marcel Proust because I will not be cliché in that way. But I am very fascinated by this idea. Yeah. Yes, yeah, but I did not read I only read their contributions and a few others, and they're very potato-centric, très patates. But I'm very interested. I know that's probably an insult in French, but it shouldn't be, because I was thinking as I was reading these childhood memories of food and thinking about how, what is the role of comfort food and the food we eat as children, and how it grounds us in our social context, even when that's often about adversity and about scarcity. And when we think about these great culinary traditions, I think I've been studying recently cucina povera in Italy, this cuisine of poverty, which has then become remembered fondly as something that sustains you even in the hard times. And so maybe this is a place to end on this project. So what is the goal of this project, is what I was thinking as I read it. And how does food ground us in who we are, and even if that's a place that's difficult to come from? C'est mettre à toi, parce que c'est ton projet. C'était des questions sur cette reste d'enfance. Oui. Et j'ai pensé à comment ces mémoires, de penser à la nourriture, surtout de l'enfance, ça peut être aussi lié à l'adversité et la scarcité, mais en même temps, comment on se souvient
de ces aliments comme des choses qui nous donnent du confort. Et c'est quoi le but de ce projet en général? Parce que j'ai lu très peu, juste j'ai lu vous deux et c'était très ciblé sur les pommes de terre. En fait, avec le livre Femmes qui cuisinent d'ailleurs, on a été invité à l'Institut français à Alexandrie. Et c'est là où on a rencontré Odile et d'autres auteurs. Et on est devenus tous très copains, ça faisait vraiment colonie de vacances. Et puis souvent, dans les colonies de vacances, après tu te sépares et tu vois plus personne. Moi je dis non, on va faire quelque chose ensemble. Je ne savais pas quoi, mais on va faire quelque chose ensemble. So with this book, they actually met Professor Cazeneuve in Alexandria and with a couple of other people, and they became really good friends and chatted and everything. And then after, they were like, we really need to do something bigger with this for later on. En France, il y a la fameuse Madeleine de Proust, de souvenirs dans les souvenirs d'enfance, et je me suis dit, bon, je vais leur demander d'écrire le plat de leur enfance. Au début, c'était ça. Et le premier texte que je reçois d'un écrivain corse qui s'appelle Robert Colonna-Distria, c'est le pain perdu. Et là, c'est vraiment le plat de reste. Donc j'ai demandé aux auteurs, non, vous écrivez le plat de votre enfance, mais avec les restes du frigo. So what he did was ask all of these people to send him and write about their meal, like their favorite meal or their childhood meal that they remember. But all of it came from leftovers. Okay. That's really important because it's reste d'enfance. Reste are the leftovers. Donc à la fois, voilà, c'est un livre anti-gaspi, mais Zero waste. en fait, c'est un livre de recettes qui sont impossibles à reproduire. It's a book of recipes that like you cannot remake, that you cannot do. À propos d'impossible à reproduire, donc, j'ai écrit souvenir à base de pommes de terre. Donc c'est un plat que faisait ma mère, des pommes de terre farcies à la viande. Mais la viande, c'était des restes de viande. Et c'est quelque chose que j'aimais mais beaucoup. Je me souviens de l'odeur, je me souviens du bruit que ça faisait en cuisant, je me souviens de comment je le mangeais, quoi d'abord, etc. Et il se trouve que je fais beaucoup la cuisine. J'ai fait la cuisine quotidiennement et jamais je n'ai fait ce plat que j'aime. C'est le plat de ma mère, c'est le plat de l'enfance. C'est tellement important que je ne peux pas le faire. Voilà. So just on the same subject of things that are impossible to reproduce, the dish that you wrote about is a dish of potatoes that are stuffed with meat, and the meat was always left over from roasts, and he can remember the smell of it and the sound that it made as it was cooking, and how he liked to eat it. What part would you eat first? And even though it was this dish that he loved so much, he's and even though he likes to cook, he's never ever made it because it's really his mother's dish and it's his childhood dish, and so you can't touch it. Et comme ma mère est morte, je ne mangerai plus jamais de patates farcies. Alors j'écris. And since his mother has passed away, he will never eat those stuffed potatoes again. So he writes. I think that's a beautiful note to end on. Thank you so much. Yes. Thank you.